Première question, Laetitia. On a l'impression que le burn-out parental, qu'on définit donc comme une dépression sévère centrée sur les enfants et consécutive à des charges mentales trop élevées, est d'apparition récente dans notre société. Mais est-ce qu'en réalité, le burn-out parental, ou en tout cas la surcharge mentale, n'a pas toujours existé? Est-ce qu'il s'agit, une fois encore, d'un effet consécutif à la parole qui se libère toujours davantage dans nos sociétés? Et pourquoi, selon toi, est-ce qu'on entend parler du burn-out que depuis très récemment? Bonjour Agnès, c'est une excellente question et je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a probablement toujours eu des parents et surtout des mères au bout du rouleau, épuisés, surtout à l'époque où il n'y avait pas de contraception et elles pouvaient avoir 4, 5, 6, voire plus d'enfants et que c'était physiquement très éprouvant et que la charge domestique était très forte. Donc évidemment, on ne parlait pas à l'époque de burn-out et on ne leur donnait pas, on ne s'intéressait pas à leurs paroles, mais ces femmes-là, ces mères-là devaient être épuisées et sans doute qu'avec le vocabulaire moderne, on pourrait appliquer exactement ce concept à de nombreuses personnes. Cependant, il y a quand même des raisons en dehors de l'émergence moderne du concept de burn-out dans le monde du travail. Il y a quand même d'autres raisons pour lesquelles on parle de plus en plus de burn-out parental, et puis notamment depuis quelques années et depuis la pandémie, et qui tiennent au fait qu'il y a un changement historique dans l'investissement parental. Donc je dirais qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est d'abord un investissement professionnel qui s'est massifié chez les femmes, qui pouvaient se consacrer beaucoup plus pleinement aux charges domestiques quand elles n'avaient pas d'activité rémunérée, payante sur le marché du travail. Or, depuis 50 ans, le taux d'emploi des femmes n'a cessé d'augmenter, donc elles sont quasiment à égalité avec les hommes sur le terrain professionnel du travail rémunéré. Alors pas à égalité dans leur valorisation économique, mais à égalité en tout cas presque dans l'investissement en temps, dans la charge de travail professionnel. Et à ça s'ajoute un investissement parental qui est très fort, qui est pas forcément identique à ce qu'il était dans les années 50 avec une famille de 5 enfants, mais pour chaque enfant individuel, on passe beaucoup plus de temps. Alors, c'est les pères comme les mères, hein, les deux, passent beaucoup plus de temps avec leurs enfants, à les stimuler, à les surveiller, à les développer. Voilà, et ça, toutes les statistiques le montrent. Hein, depuis 30 ans, par exemple, on le mesure assez bien. On voit que les pères passent plus de temps avec leurs enfants, les mères passent plus de temps avec leurs enfants. Alors, qu'est-ce qui perd du terrain? Bah, c'est peut-être le temps de loisirs personnel, individuel, le temps de couple aussi, le temps qu'on pouvait passer en couple. En revanche, le temps qu'on passe avec les enfants, lui, ne cesse d'augmenter. Je vais donner trois petits exemples ou illustrations de ce phénomène. C'est qu'on surveille beaucoup plus les enfants. Donc, par exemple, c'était pas du tout tabou de laisser un enfant de 5 ans ou 6 ans quelques heures tout seul pendant qu'on allait vaquer à d'autres occupations dans les années 70, 80. À partir des années 90, ça a commencé à devenir tabou. Maintenant, voilà, c'est jusqu'à un âge assez avancé, à l'adolescence, qu'on ne laisse pas les enfants tout seuls. Alors, je ne juge pas si c'est nécessaire ou pas nécessaire, hein, c'est simplement un fait, une différence de perception. On a évidemment un autre exemple qui pour le coup est plutôt maternel, qui est l'allaitement, qui est beaucoup plus massif qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Un autre exemple, c'est tout ce qui concerne les activités extrascolaires. Donc, on emmène voilà, ce que les Américains appellent les alpha moms. Ça concerne les mères qui investissent beaucoup, enfin qui mettent beaucoup d'ambition dans leur relation parentale, maternelle, et emmènent leurs enfants en voiture, voilà, d'une activité à une autre, comme s'il fallait que les enfants aient toujours un agenda de ministre. Évidemment, c'est beaucoup de travail derrière d'aller les amener là où il faut pour qu'ils soient toujours occupés. Et puis le dernier exemple, c'est le quatrième, je crois, c'est finalement tout ce qui illustre une anxiété croissante vis-à-vis du choix de l'école ou autour de l'école et de la réussite scolaire, sur fond d'angoisse économique. Une angoisse économique qui est différente probablement de ce qu'elle était pendant les 30 Glorieuses et même encore dans les années 90, où on avait cette idée qu'il y avait une ascension sociale quasi automatique et puis des perspectives professionnelles pour ces enfants qui semblaient relativement claires. Et ça, cette perspective, elle s'est bloquée, elle s'est bouchée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas
de quelle manière les métiers vont changer. On a beaucoup de mal à projeter cet avenir professionnel sur ses enfants. On se dit, voilà, à quelle sauce on va être mangé, à quoi va ressembler le monde de demain. Et ça aussi, dans la perception, c'est quelque chose qui est très différent de l'époque des 30 Glorieuses. Donc, ça met beaucoup d'anxiété. Ça explique pourquoi on surinvestit cette relation parentale. Donc, tout ça, ça explique le burn-out. On en fait beaucoup plus. Alors, selon toi, quels sont les ingrédients qu'on identifie habituellement dans la constitution d'une surcharge mentale, voire d'un burn-out? Il y en a beaucoup et ce n'est pas un hasard si le concept même de charge mentale a beaucoup monté en puissance ces dernières années. Alors, il a été popularisé par la dessinatrice de BD Emma, qui en a fait un concept dont tout le monde s'est emparé en se disant, bon sang, mais c'est exactement ça. Hein, ça fait référence à ce poids psychologique de la liste des tâches domestiques, éducatives qu'on a dans la tête à tout moment de la journée. Et cette to-do list mentale qui pèse majoritairement sur les femmes, elle cause une fatigue psychique et une fatigue physique aussi. Mais l'idée, c'est que la dimension psychique est assez importante parce qu'elle casse la capacité à se concentrer, ou qu'elle oblige à avoir, voilà, elle est tout le temps présente comme un nuage qui enlève le ciel bleu, elle est tout le temps là. Et donc, elle vous gâche le reste de votre vie et de vos tâches sur lesquelles vous êtes censé vous concentrer. Et du coup, ce que ça illustre, c'est la dimension cognitive de cette inégalité dans la charge mentale. La dimension cognitive, elle est très importante et elle est contemporaine du phénomène d'hyperconnexion. Le fait que depuis une dizaine d'années, on est tous et toutes équipés d'un smartphone et qu'on est connectés en permanence et qu'on passe de plus en plus de temps connectés sur diverses applications, à la fois privées et professionnelles, fait qu'on a énormément altéré notre capacité de concentration et la qualité de notre attention. Et ça engendre énormément de troubles cognitifs et de troubles psychiques, un stress plus important, une anxiété plus importante. Et du coup, le burn-out parental et puis la charge mentale liée à la question parentale, elle vient se mêler à cela. On ne peut plus faire la différence entre toutes ces choses-là. Et ça vient se surajouter, s'intégrer à la crise cognitive de l'hyperconnexion à Internet avec nos multiples appareils sur lesquels on est connecté tout le temps et on ne sait même plus arrêter les notifications parce qu'il y en a sur tous les appareils. Alors, quels seraient selon toi, les meilleurs moyens pour prévenir le burn-out parental? Et surtout, dans l'entreprise, est-ce que tu peux nous dire quel pourrait être le rôle de l'entreprise dans cette prévention? Est-ce qu'on peut réfléchir à une charte éthique qui serait destinée à privilégier un équilibre optimal entre la vie privée et la vie professionnelle? Absolument, la charte éthique est un concept qui est important dans le monde de l'entreprise. Et il faut avoir en tête que le rôle de l'entreprise, qui ne vient pas se substituer au rôle de l'État, hein, pour fournir des services de garde d'enfants, de réglementer le temps de travail, enfin, il y a tout un tas de sujets qui restent des sujets sociétaux, politiques. Donc, l'entreprise a un rôle important à jouer, mais elle n'est pas la seule. Elle vient s'ajouter ou apporter une couche supplémentaire avec un niveau de conscience qui s'améliore dans les entreprises. C'est-à-dire que la pandémie a permis de révéler un certain nombre de problèmes qui concernent l'équilibre des temps de vie, qui concernent la charge parentale et les inégalités face à cette charge entre les hommes et les femmes. Et du coup, vient s'ajouter cette idée que l'entreprise peut faire plus, peut aller plus loin. Alors, moi, je ne voudrais pas que ça se substitue à des choses qui relèvent des services publics ou qui relèvent des sujets politiques. Mais si l'on garde en tête la dimension cognitive, d'organisation du travail, d'usage numérique, on voit qu'en fait, quand on s'intéresse au rôle de l'entreprise, il y a des dimensions assez multiples. Il y a évidemment tout ce qui concerne la parentalité, donc un soutien aux parents qui va toucher à la question de la garde d'enfants, aux crèches, à une offre de services qui peut être plus généreuse.
c'est la question du congé parental et notamment du congé second parent ou du congé paternel où des entreprises peuvent aller beaucoup plus loin. Donc il y a toute cette dimension-là qui paraît évidente quand on parle de parentalité, mais il y a aussi des sujets qui concernent du coup nos usages numériques et nos usages au travail et qui vont toucher à la question de la déconnexion, du droit à la déconnexion, des temps de vie et de l'équilibre des temps de vie. Donc de dire comment est-ce qu'on organise le travail de manière à ce que ça soit possible et faisable d'avoir des séparations qui maintiennent notre capacité de concentration et qui évitent de nous manger dans toutes les dimensions de notre vie intime. Il y a la question de la charge de travail en elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien gentil de flexibiliser le travail, c'est important, la flexibilité est un avantage, mais si cette charge de travail pour un poste est démesurée et incompatible avec un investissement parental qui est celui de nombreuses mères, alors on aura des inégalités d'accès à ces postes qui sont souvent des postes de la réussite. Quand vous êtes très haut cadre, que vous avez une fonction dirigeante, on a tendance à attendre de vous un investissement en temps qui va être beaucoup plus important. Et de fait, ça crée des inégalités importantes parce que tout le monde ne va pas candidater à ce poste à égalité. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui, du coup, est plus profond parce que c'est la question de la définition des postes. Et puis, enfin, je dirais qu'il y a tout ce qui concerne voilà, le cadre qu'on va se donner en tant qu'entreprise sur tout ce qui concerne les usages numériques. Donc, et en particulier dans un contexte hybride où on a des gens qui sont à la maison, d'autres qui sont au bureau, d'autres qui sont éparpillés un peu partout, on prend conscience du fait que quand un manager envoie un email à un salarié à 21h30, cela n'est pas neutre sur le bien-être des salariés. Ça n'est pas neutre parce qu'il y a un lien de subordination, donc il y a une asymétrie dans le rapport de force entre l'un et l'autre. Et ce qui vient, voilà, ce message, cette notification que vous allez recevoir à une heure tardive, vous allez ressentir en tant que salarié, vous allez vous sentir obligé d'eux, ou alors vous allez vous sentir mal de ne pas le faire. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça n'est pas neutre. Alors, comment on fait? C'est chose très simple. Il y a des entreprises qui l'ont mis en place. C'est bloquer les emails sur les serveurs et ne les faire partir que sur les heures de bureau. Donc, par exemple, si le manager va répondre à ses mails à 22h, et c'est son droit, eh bien, le mail ne va pas partir à l'heure où il l'écrit. Il partira du serveur seulement le lendemain matin à une heure décente. Donc, pour conclure, en fait, du coup, vous voyez, en fait, c'est un nombre de sujets assez importants qui concernent autant des sujets dont on a parlé, comme le congé parental, dont on a parlé beaucoup ces derniers mois, ou bien voilà, la question de la garde des enfants dans un contexte de télétravail, dont on a aussi beaucoup parlé avec les confinements, que des choses qui relèvent des usages numériques et de l'organisation du travail et de la charge de travail et de la répartition des postes qui sont en fait très liées à cette question du burn-out parental. Alors, tu viens d'évoquer le télétravail et donc pour terminer, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'a changé l'avènement donc aussi important du télétravail dans la vie des parents? Au début, on a quand même eu l'impression qu'on avait trouvé la pierre philosophale du travail, et puis assez rapidement, on a entendu des voix divergentes qui commençaient à décrire les difficultés rencontrées par les jeunes parents en raison de la cohabitation avec les enfants qui n'allaient pas à l'école. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette nouvelle donne? Alors tout à fait. D'abord, le confinement n'était pas un télétravail classique puisque les écoles étant fermées, en tout cas lors du premier confinement en France et puis encore beaucoup plus longtemps dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, les télétravailleurs domestiques avaient des enfants et notamment des enfants en bas âge à la maison, ce qui n'est pas le contexte ou la situation normale du télétravail où on a des services externalisés. On va amener ses enfants à l'école, ensuite on va à la maison et on travaille dans des conditions de concentration qui sont meilleures. Donc ça, c'était une situation anormale ou exceptionnelle, mais qui a bien montré qu'en effet, ces services sont indispensables à la concentration et au travail. Or, ils ne sont pas toujours acquis, ils ne sont pas toujours suffisants, ils sont distribués de manière inégalitaire. Et donc là, on a une certaine prise de conscience de la chose. Il y avait beaucoup d'hypocrisie parce qu'au début, dans les couples où les deux personnes pouvaient aller travailler, on ne pouvait pas faire la demande de chômage partiel. Comme si, c'était implicite, puisque les deux parents sont à la maison, on peut à la fois s'occuper d'un enfant en bas âge et travailler comme si de rien n'était.
Et là, en effet, il y a eu beaucoup de burn-out parce que, aux surprises, pour beaucoup de gens, ce n'est pas une surprise, mais aux surprises, non, ça n'est pas possible d'avoir un temps plein normal avec des petits-enfants qui braillent à côté et qui participaient à des réunions Zoom, comme si de rien n'était. Donc ça, c'était voilà, un peu comme une pirouette, je dis, le confinement a servi à révéler ça. Il y a eu d'autres effets ou d'autres bienfaits auxquels on n'avait peut-être pas pensé, c'est que beaucoup de pères, notamment ceux avec des entre guillemets, des belles carrières qui exigent des investissements en temps et des grosses présences au bureau, tout d'un coup se sont retrouvés à passer plusieurs mois à domicile et à développer des relations beaucoup plus intenses avec leurs enfants, chose qui était impossible lorsqu'ils étaient présents sur des très grandes amplitudes horaires au bureau. Donc il y a eu un effet bénéfique sur les pairs qui est non négligeable et qui faut quand même parfois saluer les choses positives. Dans les choses plus négatives, il y a le fait que lorsque le télétravail a abouti à une répartition inégalitaire des tâches domestiques, les femmes s'en sont pris beaucoup plus sur les épaules. Et cette répartition inégalitaire s'est installée dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où pendant plusieurs mois, vous avez pris en charge des nouvelles choses, des nouvelles corvées ou contraintes, après c'est très difficile de les enlever. Donc on peut penser, il n'y a pas encore suffisamment d'études académiques sérieuses sur le sujet, que la répartition inégalitaire des corvées domestiques s'est amplifiée depuis 2 ans et qu'il faudra sans doute beaucoup de temps pour revenir, ne serait-ce qu'au niveau d'avant la pandémie. Ça, c'est le petit côté franchement négatif qui fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour revenir à l'égalité. Merci beaucoup Laetitia pour ton témoignage. Merci Agnès. Bon, bah voilà. Donc, c'est